parler de nouveaux modes de consommation, d'évolution de vos consommateurs, et puis vous montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les points de vente en termes d'usage des technologies. Moi, j'ai au moins 2 convictions. La première, c'est que les points de vente vont continuer à exister, tout simplement parce que tant que nous ne serons pas robotisés par Google, nous sommes encore des mammifères, donc nous avons besoin de toucher, de sentir, de voir. Et je pense que dans le commerce, c'est important. Voilà, je veux acheter un produit, je vais le toucher, je vais le regarder, je vais discuter avec mon commerçant. La deuxième conviction, c'est que le digital, le numérique va arriver dans vos points de vente parce que ça répond notamment à des attentes de consommateurs. Nous sommes dans une société connectée. Ça, c'est l'élection de Benoît XVI en 2005. Vous remarquez qu'il y a un petit téléphone portable qui se cache dans un coin. Et ça, c'est l'élection du pape François en 2013. Donc, vous voyez, en 8 ans, comment s'est fait la mutation. Ce ne sont pas des bougies que tiennent les gens là, à Saint-Pierre-de-Rome, ce sont des smartphones. Donc, vous voyez, vos consommateurs, alors, ils étaient peut-être pas tous physiquement à Saint-Pierre-de-Rome, d'accord, mais ils sont là, quoi. Ils sont connectés et ils se déplacent. Voilà, en 8 ans, vous voyez la différence en termes de développement de la technologie. Hein, c'est le consommateur qui devient acteur de sa consommation. Alors, il devient acteur parce que tout en étant connecté à Internet, il va chercher souvent de vraies histoires de commerçants, il va chercher de la proximité. Puis votre consommateur, il est surtout ce qu'on appelle solomo, c'est-à-dire qu'il est social, d'accord, c'est-à-dire qu'il va partager des avis, il va partager des recommandations sur des produits. Ça veut dire que si mes clients sont sur Facebook, sont sur Twitter, sont sur ces outils-là, est-ce que moi, commerçant, je n'ai pas intérêt à organiser tout cela et avoir une page Facebook si jamais ça me permet de fidéliser mes clients? C'est ce qu'on appelle en marketing l'engagement du consommateur. C'est-à-dire que l'idéal pour vous, c'est que ce soit vos consommateurs qui après vous défendent. Vous disent « Ah ben tiens, c'est super, je suis allé chez tel commerçant, il m'a renseigné, c'est génial, etc. » Je vous le conseille. Il est local. On a un vrai retour à la proximité. Et puis enfin, votre consommateur, il est mobile de plus en plus. Et donc, il se géolocalise de plus en plus. J'arrive dans une ville, je ne connais pas la ville. J'ai besoin de trouver un restaurant, un hôtel ou un commerce. Je vais me géolocaliser. D'où l'intérêt de s'inscrire sur Google Adresse, qui est une offre gratuite et qui vous permet de créer votre petit profil. Et lorsqu'on va chercher un point de vente, vous allez pouvoir être visible. Autre enjeu, voilà, alors, un exemple, c'est ça. C'est la relation commerçant-consommateur. Le concept, c'est quoi? C'est la cliente veut acheter une robe, d'accord? Donc, elle s'est inscrite sur une plateforme qui s'appelle Walkbuy. La commerçante elle-même étant inscrite va recevoir un message lui indiquant qu'une cliente, une de ses clientes cherche une robe. Ah ben ça tombe bien, j'en ai une qui peut lui plaire. Donc la commerçante la prend en photo, l'envoie sur la plateforme. La cliente va voir sur son iPhone qu'elle a une robe qu'on lui propose une robe à l'achat. Et la cliente ne va pas l'acheter sur Internet. Elle ne va pas l'acheter sur son iPhone. Elle va aller en point de vente. La commerçante dit juste à sa cliente, voilà, je sais que vous cherchez une robe, j'en ai une qui peut vous plaire, je peux vous la mettre de côté et vous passez quand vous voulez. Vous voyez, là on est dans le service et j'utilise les outils smartphone, plateforme web, etc. non pas pour vendre, là j'apporte un service à mon client. Vous voyez, je ne vends pas. Alors après, l'intérêt de le faire venir aussi dans le point de vente, c'est toute la stratégie de vente additionnelle. Une fois que la cliente est là et essaye sa robe, ah ben, vous devriez essayer une écharpe, vous ne voulez pas essayer des chaussures, etc. etc. C'est-à-dire que vous faites votre métier de commerçant. Quatrième enjeu sur lequel moi j'ai peu de réponses aujourd'hui, ce qu'on appelle le showrooming. Et donc le client qui était venu acheter, il sort pour aller acheter ailleurs. Parce que comme personne ne s'est occupé de lui, il s'est connecté sur son téléphone, sur son smartphone, et il a vu une offre plus intéressante ailleurs. L'offre plus intéressante ailleurs n'étant pas toujours le web. Ça peut être un concurrent physique qui est 500 mètres plus loin. Donc là, aujourd'hui, il y a peu de réponses. Et puis le cinquième enjeu, c'est ce que j'appelle vers la gamification du retail, c'est la transformation du point de vente en espace de jeu. Pourquoi je parle de gamification? Parce que le point de vente doit rester un lieu de vente. Alors je vous ai pris l'exemple de Globetrotter en Allemagne. Les clients peuvent tester dans une chambre froide si le produit leur permet d'avoir chaud par -20, par -30. De la même manière, ils ont une piscine où vous pouvez faire du kayak, où les gens qui font de la plongée peuvent tester du matériel, etc. Le point de vente ne doit pas devenir un espace de jeu, parce que vous êtes d'abord là pour vendre des produits, mais vos clients vont être en attente de choses un peu différentes. Voilà. Alors, ça peut être du service, ça peut être de l'animation. Moi, j'avais rencontré il y a 2 ans un magasin, enfin le propriétaire d'un magasin de musique qui faisait venir des artistes. Il vendait des instruments de musique, et puis bon, comme il avait travaillé sur Paris, il avait des copains dans la musique, il les faisait venir régulièrement.
Et c'était un des plus gros vendeurs d'instruments de musique de la région centre. Mais parce qu'il proposait de l'animation. Il proposait des concerts dans son magasin. Enfin oui, il avait toute une stratégie d'animation qui correspondait à la fois aux produits qu'il vendait et au public qu'il avait dans son point de vente. Les enjeux du commerce connecté. Le commerce connecté, c'est quoi? C'est mon petit monsieur patate là, qui se promène dans la rue, qui a son smartphone, qui aura bientôt ses Google Glass, qui a sa montre connectée. Ben, c'est comment le faire venir hors connexion. Et hors connexion, c'est chez vous. Comment je le fais venir dans le monde réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout l'enjeu, c'est comment je pousse de l'information à mon client qui est hyper connecté pour lui dire « Hé, coucou, je suis là ». Première stratégie mise en place par les acteurs, c'est ce qu'on appelle les murs et les écrans connectés. Là, l'idée, c'est quoi? C'est donc installation d'un mur. Alors, c'est juste des panneaux en aggloméré sur lesquels il y a des produits et les clients pouvaient biper les produits à la gare de la Pardieu et se faire livrer chez eux. Je vais au plus près de mes clients. Alors, un exemple d'usage de murs connectés. Le métier de clépierre, c'est quand même de gérer des centres commerciaux. Si demain, tout le monde achète sur Internet, quelle est la valeur du centre commercial? Ça ne vaut plus rien. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont testé en Ile-de-France? Les produits sont équipés d'étiquettes, alors ce qu'on appelle étiquettes intelligentes, des étiquettes RFID, d'accord? La personne achète son produit, elle rentre dans ce qu'ils appellent le shopping corridor, donc elle va être scannée. Alors, on va voir que c'est une femme, la taille, l'âge, etc. Elle va biper le produit qu'elle a acheté. Et derrière, on va lui proposer d'autres produits qui pourraient lui plaire. C'est de l'aide à l'achat. Mais les produits qu'on va lui proposer, ils sont disponibles dans la galerie marchande. Eux, leur idée, c'est bien de générer du trafic dans le point de vente. Autre exemple d'usage aujourd'hui qu'on va se développer, ce sont les technologies du jeu vidéo. Alors, c'est quelle technologie? C'est vidéoprojecteur et, vous savez, la barre Kinect de reconnaissance de mouvement. Donc, deux exemples. Le premier, c'est pas un écran tactile, c'est une table en bois. Et vous avez au plafond un vidéoprojecteur, une barre Kinect, et le client va pouvoir trouver de l'information complémentaire. L'intérêt de ça, c'est que pendant qu'il s'amuse à trouver de l'information complémentaire, il n'est pas sur son smartphone à essayer de voir si le produit est moins cher ailleurs. Donc ça peut être une réponse, par exemple, au showrooming. Et l'autre exemple que je trouve intéressant, c'est une start-up en Turquie qui plaque sur un fauteuil club type Ikea, vous savez, le fauteuil club blanc classique, en 3D, le tissu. Et donc le client peut comme ça choisir le tissu et le tissu est posé sur le fauteuil. Donc il y a moins de stock. Alors autre exemple, ça c'est aussi très important pour les commerçants, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Bitcoins ou iBitcoins. Donc vous voyez, ce sont des petits boîtiers, donc ce sont des boîtiers qui fonctionnent en Bluetooth, qui ont une pile à l'intérieur longue durée et qui poussent de l'information au client de dire tiens, ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé dans notre point de vente, bah, si vous nous faites l'amitié de venir nous voir, on vous fera une petite remise ou nous avons reçu de nouveaux produits qui peuvent vous intéresser. Vous voyez, donc là on est dans l'animation du point de vente. Alors le commerce connecté, les réseaux sociaux. Alors la première en haut, c'est CA au Brésil. Ce n'est pas le prix qui est affiché sur le cintre, c'est le nombre de likes Facebook. Ce sont des cintres connectés. Parce que Facebook au Brésil a une grosse stratégie de community management sur sa page Facebook. Et voilà, ils l'animent en permanence. Et donc, en moment, ils avaient un problème, et je pense que vous l'avez aussi pour ceux qui ont des pages Facebook ou autres, c'est comment je rematérialise ça dans mon point de vente. Parce que c'est bien beau d'animer une page Facebook, mais comment c'est mieux quand le client qui vient chez moi le sait. Alors, ce que je trouve très malin, c'est ce qu'a fait Nordstrom aux États-Unis. Alors là, on sort de la techno, on revient, vous savez, à nos cours de travaux manuels lorsqu'on était enfant. Bah, eux, ils ont une page Pinterest, donc sur laquelle ils publient plein de produits qu'ils ont en magasin. Et en disant aux clients, bah, voilà, on a plein de nouveaux produits, venez les voir. Le problème, c'est que quand les clients arrivent, Nordstrom, c'est comme les galeries Lafayette. Donc pour retrouver le produit, c'est compliqué. Mais ils ne sont pas embêtés. Ils ont découpé des étiquettes avec le P de Pinterest et ils mettent sur les produits en disant, voilà, vu, pour dire c'est vu sur Pinterest. Donc ça veut dire que si vous avez une page Facebook et que vous avez par exemple des produits que vous mettez en ligne sur Facebook, bah, hop, qu'est-ce qui vous empêche de découper le petit F de Facebook et puis de le mettre sur, voilà, à côté du produit pour montrer que le produit qu'a vu le client sur Facebook, c'est celui-là. Ouais, ça, moi je trouve ça plutôt malin parce que ça coûte pas cher pour le coup. C'est une ancienne technologie, c'est du papier imprimé, mais ça permet comme ça de recréer du lien entre, pour ceux qui sont présents sur ces outils-là, de le remettre dans le point de vente. Parce que c'est vrai que c'est toujours, on se dit, mais bon, j'ai ma vie digitale et puis j'ai mon point de vente et comment est-ce que tout ça, je peux le connecter à un moment donné. Là où je tiens à vous rassurer aussi, même les pure players découvrent les joies des points de vente. Même les gens qui sont nés sur Internet se disent finalement le point de vente c'est intéressant. Je vous ai pris l'exemple de Shoes of Prey. C'est un fabricant de chaussures sur mesure pour femmes.
la paire vaut entre 200 et 300 $. D'accord ? Eux, leur problème, c'est qu'une partie de leurs clients ne finalisaient pas les achats parce que j'ai pas essayé, est-ce que le cuir est de qualité, etc. Donc ils ont ouvert des corners pour permettre aux gens de toucher, de voir les cuirs, d'essayer, quand il y a 2-3 largeurs de chaussures, de trouver la chaussure qui nous va bien, de vérifier les hauteurs de talons. Il faut séparer l'usage du support. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est évident, c'est que vos clients, ils ont ça. Ils ont des smartphones. Donc déjà, c'est sûr comment j'interagis avec eux sur ce support-là. Alors peut-être que demain, ils n'auront plus de smartphones, ils auront des Google Glass ou des montres connectées, voire les deux. D'accord ? Mais il y a l'usage. C'est-à-dire, j'ai pris l'habitude, j'arrive à Boulogne-sur-Mer, je ne connais pas la ville, je cherche un restaurant, je vais lancer une application, alors le guide Michelin, TripAdvisor, enfin une appli, pour voir où je peux trouver un restaurant. Donc voilà, déjà dans l'usage de je me géolocalise, et au passage, une fois que je me suis géolocalisé, j'ai trouvé 2-3 restaurants, tiens, je vais faire un tour sur les médias sociaux ou sur les sites de notation pour voir ce qu'ont dit les internautes de ce restaurant-là, ou de ce point de vente-là. Ça, c'est un usage. D'accord ? Et donc là, vos clients, ils sont sur ces habitudes-là. Il y a deux types de référencement. Il y a le référencement naturel, c'est celui qu'a expliqué M. Vandeval, que vous allez faire. C'est-à-dire, vous créez une page. Alors effectivement, là où je vous rejoins aussi, et je le dirais, voilà, ayez aussi à l'esprit, moi j'ai des amis qui ont des agences web sur Lyon, et des fois ils proposent des sites via WordPress. Donc WordPress, c'est une plateforme, hein, vous avez en gros des environnements, par exemple si vous allez sur mon blog est fait ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire en format WordPress qui a coûté 50 $. Voilà, si vous allez voir le site, il a coûté 50 $. Le format. Donc dites-vous aussi que c'est parce que vous avez payé cher que le site sera forcément... il y aura beaucoup de développement. Après, là où c'est important d'être accompagné, ça peut être sur l'implantation du site sur un serveur, ça va être sur peut-être les premiers mots-clés. Après, sur le référencement naturel et le référencement payant, la différence, c'est quoi? Le référencement naturel, c'est tout ce que vous allez faire vous. Par l'animation de votre site internet, par votre présence sur les médias sociaux, par, comme disait M. Vandeval, le référencement de vos articles. Par exemple, quand moi j'ai écrit un article sur mon blog, je mets des mots-clés. Ce qui fait que si aujourd'hui vous tapez Lacoste réalité augmentée, les 2 premiers résultats, et je ne sais pas comment ça s'est fait. Alors honnêtement, je suis très honnête, j'ai tapé Lacoste réalité augmentée, enfin je les ai mis comme mots-clés. Quand vous tapez Lacoste réalité augmentée sur Google, les 2 articles qui sortent, ce sont les miens. Et c'est pas Lacoste, parce que Lacoste, je pense, n'a pas trop communiqué sur ce qu'il faisait. Bon, voilà, c'est très, très empirique. La différence entre les deux, c'est que le référencement naturel, c'est tout ce que vous allez faire vous. Sur votre site, sur Facebook, sur Twitter. Enfin, c'est tout un peu le buzz que vous allez générer, le bruit que vous allez générer pour rendre visible ce que vous faites. D'accord ? Puis le référencement payant, c'est l'achat de mots-clés. Les deux ne s'opposent pas. Il faut sûrement mixer les deux. Par contre, il ne faut pas tout miser sur le référencement payant. Hein, si je prends l'exemple, le référencement payant, c'est un peu comme si vous dites, bah, tiens, je vais monter l'Alpe d'Huez. D'accord ? Vous avez 2 options. La première option, c'est de vous entraîner beaucoup, de monter 1-2 lacets, puis de redescendre, puis après de faire le 3e. Voilà. Donc ça, c'est le référencement naturel. Si on fait du référencement payant, on se charge comme une bourrique à l'EPO, à plein de trucs. Normalement, on va monter très vite en s'entraînant un petit peu. Et le problème, si vous misez tout sur le référencement payant, c'est que le jour où vous arrêtez, pour plein de raisons, parce que vous voulez réattribuer la somme sur autre chose, vous n'avez plus les moyens de vous payer du référencement payant, mais du coup, vous allez petit à petit disparaître des résultats. Donc c'est un mix complexe des deux, mais où le travail que vous avez à faire vous, hein, de référencement de vos pages, alors on est guidé aujourd'hui, hein, les plateformes permettent de saisir les mots-clés, on n'est pas lâché dans la nature, c'est très important. Mais c'est vraiment un mix des deux. Hein, et les réseaux sociaux ont cet intérêt, c'est que vous faites par exemple, vous publiez un nouveau produit, une nouvelle fiche produit sur votre site, le relayez sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres plateformes. Voilà, ça génère de la visibilité parce que les robots de Google vont dire tiens, là c'est intéressant. Google regarde quoi sur un site? Il regarde les mises à jour. Et regarde le contenu. Est-ce que le contenu que vous produisez, c'est une copie du journal qui est publié localement ou est-ce que c'est... après, vous faites un mix, hein, mais voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose de différent? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a de la vidéo? Est-ce qu'on a des mises à jour régulières? Et Google regarde tout ça, et si, en gros, vous faites... C'est un peu comme un pilote d'avion hein, qui fait sa checklist. Il y a des mises à jour régulières. Ok, très bien. Il y a telle et telle chose. Il va plutôt bien vous noter. Le challenge, ça va être comment équiper les centres-villes
de la même manière que les grands centres commerciaux qui sont déjà, eux, plus au top sur ces technologies, qui continuent à évoluer. Et je pense que là, c'est le vrai challenge du commerce de proximité. Après, je considère que le commerce de proximité, l'économie de proximité a toutes ses chances, parce qu'on a un truc en plus que les autres n'ont plus et qu'ils vont perdre de plus en plus, c'est le contact avec le client. Vos sites respectifs, vous arrivez à évaluer le pourcentage de chiffre d'affaires que ça représente sur la totalité de votre activité, tous les trois? Mais ça représente un petit, on va dire un petit 13e mois. D'accord. On est à un petit 10% de mon chiffre d'affaires. Là, je suis 2014 en chute. Ouais. D'accord. Puisqu'en fait, j'arrive dans la 4e, 5e année. Ouais. Et enfin voilà, ce qui est bien sur Internet, c'est que du jour au lendemain, vous avez un magasin. Enfin, alors nous, on s'est limité à la France, mais voilà, vous pouvez avoir pour des questions de logistique, hein, on livre uniquement en France. Ouais. Donc c'est bien, du jour au lendemain, vous avez une visibilité toute la France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est plutôt super, sympa. Moi, j'ai vraiment un deuxième magasin. D'accord. J'estime avoir deux magasins. J'ai un magasin physique, qui se redistribue. Mais après, un magasin comme ça doit, il faut changer sa vitrine, il faut changer les produits. Comme un vrai magasin. Comme un vrai magasin. Il faut changer les prix. Nous, on n'a pas trop de soldes, mais il faut s'occuper des soldes. Il faut, donc c'est ça. Mesdames, là, si c'est pas indiscret, le pourcentage de chiffre d'affaires via vos boutiques en ligne, c'est 20% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et c'est surtout une énorme vitrine pour nos magasins physiques. D'accord. Aujourd'hui, on vient de démarrer. On a 4 mois d'activité, c'est 10% déjà. 10%, d'accord. Donc c'est quand même, c'est pas neutre. C'est quand même important. On ne saurait pas faire 100. Parce que là, l'objectif, c'est de diminuer le poids de notre stock, parce que le stock dans nos métiers est très très lourd et se périme pas parce qu'il n'y a pas de péremption, mais dans le sens où on achète en ferme. Et donc, il y a de la dépréciation comptable après qui vient. Donc, le but, c'est vraiment de diminuer ou d'avoir le stock, le cœur de l'offre et de proposer justement tout ce qui est spécifique en commande rapide, puisque les gens aujourd'hui n'attendent plus. C'est 24-48 heures. Oui, tout à fait. Et vous, mesdames, quels sont les prochains projets? Quels sont les... Pour notre part, c'est le click and collect qu'on est en train de mettre en place. Avec le drive, c'est ça? Le drive est déjà en place à Boulogne, mais on va mettre le click and collect en place sur nos boutiques directement. D'accord. Ouais. Voilà, c'est la prochaine évolution. Oui, monsieur, on a aussi du click and collect pour... alors déjà commencer par des périodes fastes, c'est-à-dire commencer par Pâques, commencer par Noël, parce que le problème ou la chance qu'on a, c'est qu'évidemment 15 jours avant Noël, je pourrais avoir 10 téléphones et les 10 téléphones sonnent chez nous, donc c'est bien. Mais justement pour désengorger un peu les périodes fastes, et puis le fait que si vous voulez commander votre bûche à 11h le soir, téléphone, il n'y a personne qui répond au téléphone. Donc que ça puisse se faire par téléphone et retrait en magasin. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place justement dans la prochaine version. Lorsqu'on a reçu son colis, on bip le colis, ça envoie un SMS. Les SMS, ça sert principalement pour le commerce, c'est-à-dire les offres immédiates, les anniversaires, les ventes flash, les remises, etc. Les mails, tout ce qui est emailing, c'est pour ce qui est d'information, animation, dédicaces, showcase, etc. Donc nous, le fichier client est très important. Néanmoins, la fidélisation, c'est plus compliqué. On n'a pas encore trouvé le moyen de fidéliser notre client magasin physique et Internet, et d'avoir un suivi global sur son compte. Donc aujourd'hui, il y a de la fidélisation en magasin avec des cartes de fidélité, mais qui sont assez sommaires et simples. Pour l'instant, on en est là. Voilà. D'accord. On a un fichier client magasin et un fichier client Internet, puisque les offres sont différentes. Et après, on envoie un petit peu de newsletter. J'y fais attention, parce que moi-même, en tant que consommateur, ça m'énerve de recevoir des newsletters dans tous les sens. Donc on cible Internet, et par contre, vous l'avez pas. On essaye, on a une page Facebook. Alors pourquoi Facebook, Twitter, Pinterest, et qu'est-ce que vous y faites sur ces trois? Alors Facebook, alors j'ai un compte pour deux magasins et pour deux cibles différentes. D'accord. Mais bon, les deux cibles sont gourmands. Sont gourmands. Donc voilà, c'est un peu le. Donc pour le côté magasin, on va plutôt animer avec des photos en interne, c'est-à-dire de la production, ou les cours de pâtisserie quand ils sont faits, ils sont faits chez nous, mais on prend des photos. On a un magazine, en fait, on édite un magazine tous les 3 mois. Puisque nous, le problème, c'est vous allez chez le pâtissier, vous allez chez le traiteur, vous voulez des brochures. Il y a toujours un problème de prix, il y a toujours un truc qu'on n'a plus, il y a toujours
Donc nous, on a des brochures un peu plus légères qu'on fait tous les 3 mois avec un petit édito, avec les nouveautés. On met à jour un peu nos gâteaux, nos entremets. Et la liste des cours de pâtisserie, enfin le planning des cours de pâtisserie. Et vous, mesdames, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi Facebook et Twitter. D'accord. Pour les mêmes raisons que M. Vandeval, avec des clientèles différentes ou... Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est surtout pour l'animation, on a aussi une clientèle assez jeune. D'accord. Donc, qui est assez friande de tout ça. Et, d'accord. On essaie d'avoir le maximum de fans avec les jeux concours, etc. pour développer. Ouais, ok. Nous, on en a ouvert une récemment, mais là, il faut qu'on ait quelqu'un qui anime, en fait, qui la fasse vivre. Et là, le but, c'est vraiment de relayer nos animations. D'accord, ok, oui, de dire à vos clients ou aux gens qui sont sur la ville, voilà, on a tel auteur qui vient, on a telle animation. Internet, ça peut faire parfois peur aux commerçants. Et finalement, c'est un vecteur formidable pour les magasins physiques également. Pour nous, c'est une grande vitrine, c'est aussi une grosse partie de notre activité de vente en ligne, mais c'est aussi une proximité vis-à-vis du client, c'est aller chercher des nouveaux clients. C'est une extension en fait de nos magasins. Oui, c'est vital, c'est une grande vitrine qui est ouverte 24 heures sur 24. Voilà. Panier de Noville est un cybermarché de proximité donc, qui a été monté par l'Union des commerçants d'une ville qui s'appelle Oulin, qui est une ville de 28 000 habitants. Donc, qui permet aux gens de faire leurs courses en ligne et d'être livrés soit à domicile, soit en entreprise, soit en point relais. L'origine du projet, c'était l'union commerciale qui a réfléchi sur... il y a eu l'implantation des drives à ce moment-là en périphérie. Et le fait aussi que les gens qui travaillaient à Oulin ou qui vivaient à Oulin n'avaient pas les mêmes horaires que les horaires d'ouverture des commerçants. Donc ils se rendaient compte que les consommateurs ne consommaient plus forcément en centre-ville. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires autour de la table sur ce projet-là ? C'est essentiellement les unions commerciales, donc maintenant de 2 villes, puisqu'on s'est associé avec le territoire voisin qui est Saint-Genis-Laval, et on essaye de se développer aussi autour. Donc c'est essentiellement les unions commerciales et les communes qui sont partenaires de ce projet. Et on s'est créé maintenant en SIC, donc on est une société coopérative. Achetezauplus.com, ça a été lancé il y a 2 ans, en septembre 2012. On a fêté en septembre 2014 1 million de produits vus sur la plateforme pour une zone de chalandise de 15 000 foyers. Ça a été lancé, on verra la vidéo tout à l'heure, en réaction à 2 drives qui se sont montés sur l'agglomération de drives de grande surface. Dans vos 2 cas, le drive a été l'élément des éléments déclencheurs. Voilà. D'accord. Et là, en réaction, on s'est dit, essayons de tout mettre dans des rayons et de voir comment ça se passe en proposant un panier unique, un paiement unique et en incrémentant des services comme à Oulin, la livraison à domicile, montant des points retrait, etc. Au départ, on en parlera tout à l'heure, mais on était axé sur le chiffre d'affaires e-commerce et on voit que le plus grand succès, c'est la fréquentation dans le centre-ville qui a augmenté d'entre 15 et 20% par point de vente adhérent. D'accord, c'est-à-dire qu'en vous écoutant, donc l'idée initiale qui était de dire on va faire du e-commerce et on va concurrencer les drives secs ou non installés par la grande distribution. Du coup, ce que vous n'aviez pas forcément identifié, c'est que ça génère du trafic dans le centre-ville et de l'achat directement, un peu comme on le voyait sur la première table ronde avec nos témoignages de commerçants qui, par le biais d'Internet, génèrent de l'achat dans le point de vente. Pour les 2 territoires, est-ce que ça a été ouvert dès le départ à tous les types de commerçants, c'est-à-dire équipement de la personne, équipement de la maison, alimentaire, ou est-ce que vous avez d'abord démarré sur un petit noyau dur de commerçants ? Comment est-ce que vous... Alors, nous, sur Oulin, ça a été ouvert tout de suite à tout type de commerce. La seule restriction, c'était la taille des commerces. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grande surface forcément sur la plateforme. Le plus gros, c'est la Vie Claire. D'accord. Et au Puy ? Au niveau du Puy, ça a été ouvert aux adhérents de l'association, des associations de commerçants dans un premier temps. Dans les pistes d'évolution aujourd'hui, c'est que des HTA, des concepts HTA, il y en a une dizaine qui vont ouvrir avant la fin 2014. Il y en a déjà 5 qui sont en ligne. On est en train de se rendre compte qu'on est là pour créer... Alors on parle beaucoup de marque territoriale, c'est-à-dire que c'est important de l'ouvrir à tout ce qui peut se faire sur un territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas que les commerçants, mais c'est l'artisan. L'artisan, ça peut être l'artisan du BTP, d'aller jusqu'à ces secteurs-là. C'est les collectivités, les services des collectivités. Comment je fais pour aller acheter sur une plateforme e-commerce de territoire les tickets pour la cantine, les tickets pour la piscine gérée par l'agglomération. Que vous, votre plateforme au Puy, c'est finalement le modèle, c'est pas seulement du commerce de centre-ville indépendant, c'est une place de marché
territoriale où tous les acteurs, voilà, je veux créer une course ou je veux créer un tournoi sportif, je viens vous voir, vous me dites voilà, on vous met à disposition l'infrastructure et vous l'intérêt c'est que derrière ça génère du trafic sur la plateforme et donc des gens qui vont se dire tiens, il n'y a pas que l'inscription sportive, il y a aussi du commerce, il y a des commerçants. Le message important, c'était de dire que même le commerce de proximité peut aussi se développer sur Internet, que c'est complémentaire et que il ne faut pas avoir peur de l'outil Internet. Au contraire, il faut s'en servir pour dynamiser le commerce de proximité. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça y est, on est dans l'ère Internet. Je crois qu'on l'a tous compris. À nous de passer le pas. Je crois qu'on a peut-être... Il faut savoir aussi faire un mea culpa, mais peut-être que le commerce traditionnel n'a pas été très réactif de par le passé. J'ai toujours été persuadé qu'on n'était pas les plus mauvais, au contraire, mais on ne savait pas le dire. Et on ne communiquait pas assez. Notre gros problème a été ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on vient de se rendre compte que finalement, c'est là, Internet, c'est communiquer. C'est avant tout ça. Savoir-faire et faire savoir. L'un ne va pas sans l'autre. Un commerçant doit avoir deux vitrines, tout simplement. Une réelle et une virtuelle. Ça ne sert à rien maintenant d'être un bon commerçant, un bon artisan, si on ne le fait pas savoir. Donc il faut communiquer. Le moyen de communication maintenant universel, c'est Internet. Donc ça veut dire qu'on peut se vendre sur un pays, sur une région, sur le monde. C'est merveilleux. L'idée, c'est de pousser les commerçants, le monde économique, à aller un peu plus loin, être un peu plus, je dirais, agressif dans la communication et à dire voilà, on est là, on sait faire et à se montrer. Que les consommateurs aujourd'hui sont majoritairement équipés de smartphones, ils vont sur Internet, ils préparent leurs achats sur Internet pour ensuite souvent les réaliser en point de vente. Ils n'achètent pas tous directement sur Internet et donc il est important que les commerçants quelque part répondent aux attentes de leurs consommateurs qui sont dans leur grande majorité aujourd'hui équipés de téléphones type smartphone. Demain auront sûrement des Google Glass ou des montres connectées. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce matin et surtout pour éviter peut-être les écueils de M. Van de Waal notamment, donc on a des accompagnements, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à franchir le pas sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués ce matin. Alors pour cela, en fait, on a simplement 4 produits qui sont, on espère, très clairs. On a des ateliers. Des ateliers, en fait, c'est plutôt du collectif. On invite les gens à apprendre quelque chose autour du numérique. Alors vous voyez, on a un certain nombre de sujets. E-commerce, comment se lancer, des choses comme ça qui évoluent aussi dans le temps, c'est-à-dire en fonction aussi de ce que vous nous remontez comme information, on fait évoluer l'offre de services au niveau des ateliers. Ensuite, on a un accompagnement qui s'appelle Déclic numérique, qui permet en fait, alors ça se passe en général dans l'entreprise, ça se passe chez vous, et on vous aide à avoir une première visibilité, par exemple, sur Internet. Souvent, quand on n'a aucune visibilité, on peut commencer par un outil qui s'appelle Google Adresse ou Google+, qui permet déjà une première visibilité. C'est un peu comme dans les pages jaunes, vous avez votre numéro et quelques infos. Là, sur Google, en tapant le nom de votre entreprise et sa localisation, on va vous trouver. Donc ça, on va vous aider à ça, à déposer éventuellement votre nom de domaine si ce n'est pas fait. Ensuite, on a un autre accompagnement qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et là, ça rejoint tout à fait la problématique de M. Van de Waal. Souvent, on est confronté à un certain nombre de professionnels, on ne parle pas le même langage, on ne sait pas très bien expliquer ce que l'on veut mettre en place, on confond un petit peu tout. Nous, on va vous aider à bâtir ce qu'on appelle un cahier des charges. On va vous aider à élaborer en fait votre projet, de le structurer et d'avoir un outil qui va vous permettre de communiquer d'égal à égal avec l'ensemble des prestataires. Donc c'est quelque chose qui a un coût, ça coûte 850 €, mais en fait ça ne vous est facturé que 80 €, on prend le reste en charge. Donc il y a quand même 3 jours de boulot derrière. Donc voilà. Et puis le dernier volet, c'est David Barthes par exemple en ce moment, parole d'expert numérique. On invite régulièrement 1, 2, 3 fois par an à des conférences pour aller plus loin et aller vraiment en profondeur sur un sujet. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les paroles d'experts.